On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christian Wolf, qui est maître de conférence, bientôt j'espère professeur, donc à l'INSA de Lyon, et puis chercheur au LIRIS. Bon, LIRIS, c'est un laboratoire lyonnais qu'on connaît bien, on a déjà pas mal d'échanges avec eux. Et puis donc aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, le deep learning, qui est un sujet chaud en ce moment. On va, grâce à lui, en apprendre un petit peu plus. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, merci à Patrick de m'avoir invité, je suis content d'être là aujourd'hui, de vous parler de nos travaux au LIRIS. Donc je vais parler un peu du deep learning au début, toute la présentation sur le deep learning au début un peu plus général, et à la fin je vais un peu me spécialiser sur l'apprentissage profond du mouvement. Donc on commencera avec une image. Je ne sais pas s'il n'y a que les imageurs ici ou d'autres scientifiques, donc je vais parler un peu de l'image. Il y en a d'autres, mais il y a beaucoup d'imageurs. Voilà, j'imagine. Donc ça c'est une image que vous pouvez typiquement voir quand vous êtes en train de faire quelque chose, donc une image égocentrique, typiquement prise aux US, parce qu'on n'a pas ce genre de bidon de jus d'orange en France. Et en fait, votre cerveau interprète automatiquement cette scène en la décomposant en objets mobiles, en reconnaissant une tasse, etc. Mais c'est à ça que ça correspond quand on prend uniquement les données. Donc en fait, l'objectif d'interpréter cette scène-là est assez non trivial. Et il y a deux phases d'apprentissage qui nous ont amené à interpréter cette scène-là. La phase d'apprentissage parce que vous êtes né, vous apprenez, et la phase aussi de l'évolution qui nous a amené à construire un cerveau capable d'apprendre. D'ailleurs, ces deux phases, on peut les retrouver aussi un peu dans la vision artificielle, par construction d'un réseau de neurones et ensuite par l'apprentissage du réseau. Donc l'évolution nous a amené à interpréter les images parce qu'on voulait se défendre, on voulait prendre la décision est-ce qu'il faut sourire ou courir, parce qu'il fallait se retrouver dans une scène, reconnaître les arbres, etc. Et comment il fait ça? Par apprentissage. Personne ne vous a jamais dit, quand vous voyez un chat, que voilà, c'est un chat qui a 4 pattes, 2 oreilles, etc. Vous aurez connu un chat parce que votre cerveau, vos yeux ont vu des chats pendant longtemps, votre cerveau a interprété ces chats et on apprend. Voilà, pas de présentation sans image de chat. Alors maintenant, on voudrait faire la même chose en informatique, c'est-à-dire au lieu de dire à un ordinateur, par un algorithme, comment faire des choses, on va dire ce que je vais faire, et là, il y a des données sur lesquelles tu apprends. Donc, on va faire de l'apprentissage. Donc, ici, un panoplie des travaux que nous faisons en deep learning ces dernières années avec mes doctorants. Le deep learning est donc une technique particulière pour l'apprentissage, fait partie de la famille machine learning. Nous l'avons appliqué à des sujets assez divers, comme la reconnaissance de gestes, la reconnaissance d'activités individuelles, la reconnaissance d'activité de groupe, la biométrie à partir du mouvement. Donc ce sont les deux sujets que je traiterai aujourd'hui en deuxième temps, reconnaissance des gestes et la biométrie. L'estimation de la pose, donc savoir comment se trouve une personne articulée dans une scène, la segmentation sémantique et même l'analyse de documents se fait maintenant de plus en plus avec des approches de deep learning. Donc par exemple, retrouver différentes entités dans un document. Alors, mathématiquement, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait prédire. Donc, le machine learning est une famille très large d'algorithmes. Et ici, on fait partie de la prédiction. Donc, on a un ensemble de données et on a des étiquettes. Par exemple, on voudrait dire à partir d'une image qu'est-ce que c'est, un chat, un chien, un hélicoptère. Reconnaître une personne, reconnaissance faciale. Faire une régression, par exemple, typiquement, savoir quel âge a cette personne. Donc, on a un ensemble d'entrées X, et on voudra prédire T, donc une étiquette, contenue ou discrète, à l'aide d'une fonction Y, qui est à prendre, et qui est un autre qu'une fonction paramétrisée par des paramètres W. Donc on a le problème de retrouver les paramètres W optimaux pour une certaine tâche. Et la plupart des temps, on va minimiser un certain coût sur un ensemble d'entraînement, donc on va faire la minimisation du risque empirique. Comment fait cela le cerveau? Par des neurones. Un neurone n'est rien d'autre qu'une cellule qui correspond à peu près à ce schématique-là, avec les dendrites et un axon.
En gros, un neurone est une cellule qui va récupérer des informations d'autres neurones, les traiter, les combiner, et sortir des valeurs, donc se connecter vers d'autres neurones. Ce traitement-là est assez spécifique au réseau, donc il a un fonctionnement interne qui est assez complexe, et qui est formalisé de manière très simplifiée par des réseaux de neurones artificiels, où les dendrites correspondent aux entrées d'un neurone, donc on a une unité ici, et cette unité fait rien d'autre que, la plupart du temps, appliquer une fonction linéaire. Donc à chaque connexion est associé un poids, on multiplie chaque entrée avec un poids, on fait une somme linéaire, et on passe cela par une non-linéarité. Donc ça c'est un seul neurone, un perceptron, et après la plupart de vous connaissez ces travaux-là. Donc c'est un MLP multilinéaire, donc on ajoute des couches et des couches, donc chaque couche a sa propre matrice de poids. Donc on a des non-linéarités à chaque neurone. Ces non-linéarités d'ailleurs sont nécessaires pour plusieurs raisons, parce qu'on veut faire une fonction non-linéaire, et surtout si vous n'avez pas les non-linéarités à chaque neurone, et ben, vous faites des combinaisons linéaires, des fonctions non linéaires, ça redevient une fonction linéaire, donc c'est pas la peine de faire plusieurs couches si vous n'avez pas de non-linéarité quelque part. Ensuite, le deep learning, de manière très simplifiée, l'objectif est juste d'augmenter le nombre de couches, parce qu'on veut avoir des meilleures performances. Évidemment, c'est pas si simple que ça, parce que augmenter le nombre de couches vient avec un certain coût. Très souvent, on n'arrive pas à prendre ces grands réseaux avec beaucoup de couches, beaucoup de paramètres sur un jeu de données très limité. Donc on a forcément les problèmes de overfit, de surapprentissage, qui est le problème, je dirais presque principal du deep learning. Donc il est assez facile de minimiser un coût pour un réseau de neurones. Le faire généraliser après sur des données non vues, c'est tout autre chose. Ce qui est assez bizarre parce que, en fait, on apprend par descente des gradients. Donc ce que vous voyez ici, c'est la fonction de coût classique sur des paramètres W, donc vous avez une fonction quelconque ici. Si vous faites une régression, cette fonction des coûts sera typiquement, donc Y ici, c'est la fonction, et T c'est des targets. Et en fait, on minimise ici une fonction du coût. Ici, on est dans la classification, donc c'est la cross-entropie. Vous pouvez tout à fait avoir une fonction de coût L2. Par exemple, si vous faites une régression, vous calculez la différence quadratique entre les deux. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que comment est-ce qu'on minimise cette fonction-là, qui pour la plupart du temps est fortement non convexe, puisque la fonction est non linéaire, le réseau de neurones est non linéaire. Donc on fait cela par descente des gradients. On calcule donc les dérivés partiels de cette fonction d'énergie par rapport à tous les différents paramètres qui constituent les gradients, et on fait un pas dans la direction du gradient. Donc toute la partie, comment dire, les modèles les plus utilisés actuellement en deep learning utilisent ce genre d'apprentissage, qui est par définition un apprentissage approximatif. La fonction est non convexe, elle est fortement non linéaire, vous allez vous retrouver dans un minimum local. Ça peut perturber certains mathématiciens qui sont vraiment habitués à combattre ce genre de modèle, mais en fait, on est très souvent bloqué dans un minimum local, mais il y a des travaux qui montrent que ce n'est pas forcément un problème, parce que dans la plupart des applications que nous connaissons, la fonction de coût ici, ce que vous voyez ici, c'est la fonction de coût dans un espace de paramètres. Donc ici, on suppose qu'on a 3 paramètres, W, A, B, C. En réalité, il y en a beaucoup plus. Donc en fait, la plupart des temps, cette fonction de coût a beaucoup de vallées, beaucoup de minima locaux qui se valent. Donc du coup, être bloqué dans un minimum n'est pas forcément un problème. Et il est même assez facile de faire converger un réseau. Le problème est surtout comment est-ce qu'on fait converger un réseau vers une bonne solution qui généralise sur les données non vues. Donc le problème plus grand n'est pas de minimiser cette fonction, c'est de combattre le overfit, donc le surapprentissage. Donc quelques informations sur l'historique de ces technologies-là qui datent quand même de très longtemps. Donc les premiers réseaux de neurones datent des années 60, donc c'est l'information la plus vieille que je connaisse. Ensuite, il y avait pas mal de travaux que je ne citerai pas. Un milestone était 86, où Jeffrey Hinton était un des premiers à proposer la fonction de backpropagation des gradients. Il s'agit de quoi?
Il s'agit d'une manière efficace de calculer ce gradient ici. En gros, avant Hinton, ce que faisaient les gens, ils calculaient ces dérivées partielles de manière numérique. Donc perdu par différence finie, on perturbait les poids et on calculait par différence finie, ce qui veut dire que pour chaque gradient, il fallait faire une stimulation sur le réseau entier et faire cela pour tous les différents paramètres. Donc en fait, en réalité, c'est quand même beaucoup plus simple, puisque un réseau de neurones n'est rien d'autre qu'une fonction composée d'un sous-ensemble de pas mal d'autres fonctions. Et chaque fonctionnel est différenciable, donc en fait on peut calculer les dérivées de n'importe quelle fonction sur ce réseau par juste la règle de concaténation de fonctions. C'est ça que fait la backpropagation. Donc c'est uniquement une façon très efficace de calculer les gradients, et ensuite, une fois qu'on a les gradients, on les minimise. Donc c'était un milestone. Je me suis toujours posé la question pourquoi ça a pris autant de temps de trouver ça, mais a posteriori on peut toujours le dire, a priori c'est peut-être probablement pas si simple que ça. Et ensuite les réseaux de neurones n'ont probablement pas été utilisés beaucoup pendant longtemps. Je sais que quand j'ai fait ma thèse, ça date un peu, je dirais pas quand, mais bon, pas mal de temps, quand on prononçait les mots réseau de neurones en vision, on était vite fait considéré comme un ancien, un ringard, et c'était quelque chose qui se faisait pas trop. Les communautés vision et parole n'utilisaient pas le réseau de neurones. Donc on faisait l'apprentissage, mais l'apprentissage était dominé par des caractéristiques ingénierées à la main, donc les SIFT, les HOG, les LPP, qui sont toujours utilisés aujourd'hui aussi un peu. Et ensuite, on apprenait des classifieurs sur ça, avec des structures très plates, donc peu d'hierarchie. Ensuite, bon, qu'est-ce qui a déclenché? Les avis divergent. Un événement sûrement intéressant était 2006, quand encore Jeffrey Hinton a proposé les Deep Belief Networks, c'est un fameux papier Science de 2006, qui proposait des structures très hiérarchiques. Et surtout, ce qu'il proposait, c'était le entraînement non supervisé. Donc, l'entraînement supervisé d'un réseau de neurones consiste à les faire dire « Ok, j'ai cette donnée X, j'ai une étiquette T, et je veux que tu minimises l'erreur entre les deux. » C'était quelque chose qui fonctionne très bien. Le problème est qu'on a un besoin de données étiquetées. Il vous faut beaucoup de données pour lesquelles vous connaissez la réponse. Donc Jeffrey Hinton avait proposé en 2006 les Deep Belief Networks où on pré-entraînait les caractéristiques sans étiquette. Quelle était la fonction qu'on minimisait? Un auto-encodage. C'est-à-dire qu'on produit un réseau de neurones qui encode quelque chose et qui décode les entrées. Un auto-encodeur. L'objectif était de minimiser l'erreur entre l'entrée et la sortie. Si le code est beaucoup plus petit que l'image, les données d'entrée, le réseau est forcé de trouver des patterns, des motifs dans les données pour bien minimiser l'erreur. Donc une fois que vous avez fait ça, ces patterns sont très souvent très utiles pour la classification. Donc ça fonctionnait très bien. Ensuite, en 2011-2012, il y avait quelques gains en parole et en image. Donc l'événement le plus connu est probablement Jeffrey Hinton encore qui gagnait ImageNet en 2012, avec une erreur qui est nettement plus petite que la concurrence, qui avait utilisé des modèles plutôt classiques. Et ensuite, c'est allé très vite. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, ImageNet, c'est un ensemble de données annotées fait par un consortium autour de Stanford qui contient 1 million d'images annotées en 1000 classes. Évidemment fait avec du crowdsourcing, donc ces données ont été données à je ne sais pas combien de personnes sur Internet, en plusieurs étapes. Chaque image a été annotée, quelle classe se trouve dedans, où est-ce qu'elles sont, vérifiées par d'autres personnes, nettoyées, etc. Et c'est de loin le plus grand ensemble de données en imagerie qui existe actuellement, en tous les cas qui est public. On sait que Google, Facebook et compagnie ont d'autres données internes qui sont peut-être plus conséquentes, mais on n'a pas accès. Donc ce genre de dataset peut déclencher le succès des méthodes de type apprentissage profond qui fonctionnent très bien si nous avons beaucoup de données. Ensuite, en 2013,
Geoffrey Hinton d'ailleurs qui rejoint Google, avant il était à l'Université de Toronto. C'est Clarifai qui gagne ImageNet, et on voit déjà que sur la tâche de classification, les premières 20 entrées sont autour du deep learning. Sur la détection, le handcrafted s'accroche encore une année. La troisième place c'est du deep learning. Ça va changer l'année suivante. Clarifai d'ailleurs est une start-up montée par un doctorant de Yann LeCun. Rob Fergus et Yann LeCun. Ensuite, même année, Yann LeCun devient le directeur de Facebook AI. Google achète DeepMind, donc une entreprise spécialisée sur le deep learning qui a fait des titres des journaux il y a quelques semaines parce que c'est eux qui ont programmé le moteur Go, qui a battu les champions du monde. Ensuite, ça continue. Andrew Ng, un autre fondateur du deep learning, va rejoindre Baidu, qui est le concurrent chinois de Google. Ensuite, ImageNet, de nouveau, les premières entrées, toujours deep learning, et ensuite en détection, pareil, sur du deep learning partout. Donc le deep learning il a repris à peu près cette compétition. Les autres méthodes n'ont plus aucune chance. Et en NIPS 2014, Geoffrey Hinton mentionne, dans juste une remarque secondaire, un dataset avec 100 millions d'images étiquetées en 18 000 classes. On n'a aucune information sur cette base, mais je suppose fortement que c'est une base faite à partir d'étiquettes extraites automatiquement, genre réseau social, Google+, quelque chose comme ça. Et ils apprennent, à l'époque, ils avaient déjà mentionné un réseau de neurones qui apprenait depuis 6 mois sur cette base, sur un cluster de calcul. Ensuite, Clarifai récupère 10 millions de dollars. Microsoft Research gagne ImageNet 2015, assez récent. Google introduit un API Vision basé fortement sur le deep learning où tout le monde peut soumettre des images sur Internet et récupérer des informations sur les contenus des images, qui fonctionne assez bien. Ensuite, en décembre, OpenAI est créé, donc une organisation non-profit autour de l'intelligence artificielle, créée par Ilya Sutskever, qui travaillait avec Hinton, Ng et Google avant. Et l'objectif de cette organisation est un peu de concurrencer les grandes entreprises comme Google, Facebook, Microsoft sur AI, donc avec les travaux qui seront proposés en open source et open data. L'argent vient de plusieurs industriels, entre autres Elon Musk, qui est le fondateur de Tesla et de SpaceX. Et ensuite, maintenant, le deep learning est un peu partout dans les grands journaux, donc il y a des posts dans Le Monde, New York Times, Yann LeCun et sur France 2, France Culture. Cette année, il était nommé au Collège de France, et DeepMind a battu le joueur le meilleur du Go dans un domaine qui était jusqu'à maintenant une des dernières où l'humain était encore plus fort que l'ordinateur. Donc voilà un peu l'aperçu. On voit qu'il y a un certain hype autour de ces méthodes-là. Maintenant, il faudra faire la part des choses et savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où on va aller dans l'avenir. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien, puisque le deep learning est là depuis très longtemps? Pourquoi ça fonctionne maintenant et pourquoi ça n'a pas fonctionné il y a 10 ans? Donc, premièrement, juste un constat, un réseau de neurones va nous faire une prédiction sur des données. Donc, évidemment, la performance d'un réseau de neurones va dépendre du type de données qu'on va rentrer. On a plusieurs possibilités. Imaginez que vous voulez faire une détection, classification d'objets. Vous pouvez rendre directement les pixels de manière brutale dans un réseau de neurones, ou vous dites, ok, c'est peut-être un peu trop demandé, il y a trop d'informations, le réseau de neurones va être dépassé. Il faut voir pourquoi aussi. On va extraire des caractéristiques à la main, qui sont peut-être un peu plus invariantes, où on va apprendre à extraire des caractéristiques. Donc on dit que, ok, je veux bien extraire des caractéristiques, mais je vais aussi apprendre ça. Bah, si je fais ça, dans ce cas, on pourrait dire que, ok, si j'apprends des caractéristiques ici, j'ai des caractéristiques et après je donne ces caractéristiques à ce réseau de neurones, qu'est-ce qui me différencie de ça? C'est uniquement mon réseau est devenu plus profond et les premières couches vont apprendre à extraire et les dernières couches vont classifier. Bon, c'est pas quelque chose très révolutionnaire et ça a été essayé pendant des années et ça fonctionnait pas très bien. Donc pourquoi ça fonctionne maintenant? Eh bien parce qu'on s'est dit que, ok, il faudra peut-être s'attaquer au problème de manière un peu différente. Donc en gros,
la façon comment on ne voudrait pas faire ce genre d'approche, c'est celle-là. Imaginez que vous avez une image de 400 x 400 pixels, donc ça fait 1600 pixels, et vous mettez juste ici un réseau de neurones avec une couche cachée et une couche de sortie. Vous voulez prédire est-ce que c'est un chien, un chat ou un singe. Et donc on a 3 sorties ici, et avec 500 unités, on n'est pas vraiment dans les réseaux les plus profonds, les plus grands, je veux dire. Combien de connexions vous aurez ici si vous faites ce qu'on appelle du fully connected. Fully connected veut dire que chaque pixel ici est connecté à chaque unité ici. Donc 1600 x 500, enfin on se retrouve, j'ai dit 1600, en fait c'est 160 000 en réalité. Donc 160 000, c'est à 80 millions de paramètres. Donc vous avez une fonction paramétrique fortement non linéaire, avec 80 millions de paramètres à prendre, et vous avez donc intérêt à avoir beaucoup d'images d'entrée à noter pour que cela fonctionne. Et donc il y a plusieurs constats. Le constat du point de vue juste absolu que le nombre de paramètres est juste invraisemblable, c'est une fonction surdéterminée, et surtout la plupart des paramètres sont complètement inutiles. Je m'explique, vous avez ici un singe, est-ce que vous voulez ici retrouver, vous voulez dire que ok, cette image contient un singe. Vous prenez ce singe-là et vous le déplacez de quelques pixels, ou vous le mettez carrément dans le coin à droite de l'image, ben, il faut toujours que le réseau apprenne que c'est un singe. Sauf que la connaissance, la même connaissance, était stockée uniquement une fois dans les poids pour ces pixels-là, et aussi dans les poids pour ces pixels-là. C'est-à-dire que si vous voulez trouver et reconnaître les concepts qui se trouvent dans une image et qui sont des endroits différents, faire des fully connected, ça veut dire que vous dupliquez votre connaissance un peu partout dans votre réseau et c'est toujours la même. Donc il faut trouver un moyen pour partager ces poids, qui va aussi résoudre les problèmes de leur nombre, tout bêtement. Donc ce qui a été fait, aussi avant que je parle de la solution, voilà, c'est un certain gaspillage de paramètres, et surtout, le réseau va réagir probablement différent selon l'endroit du singe. Donc vous n'êtes pas invariant à la translation, ce qui est quelque chose qu'on souhaite toujours, la plupart du temps, être dans un traitement d'image. La solution sur laquelle a beaucoup travaillé Lequin, donc à ma connaissance, il ne l'a pas complètement inventé, mais sous sa forme actuelle, c'était quand même lui la personne qui l'avait inventé, et de dire que ok, les premières couches dans un réseau de neurones vont être des convolutions. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits masques, 3x3, 5x5, qu'on bouge sur l'image, et en fait, on transforme l'image en une deuxième image. Dans un réseau de neurones classique, la première couche ici n'est pas spatiale, c'est juste un vecteur, il n'y a pas d'information spatiale dedans. Dans un réseau de neurones convolutionnels, la première couche ici, elle a une orientation géométrique, elle est spatiale. Et en gros, chaque unité de cette couche va correspondre à un résultat de filtrage. Donc les paramètres du réseau sont les coefficients du filtre. Et qu'est-ce qu'on gagne? Comme le filtre il est appliqué comme une convolution l'est d'habitude sur n'importe quelle position de pixel, on partage les paramètres sur les positions. Maintenant, on peut bien sûr utiliser plus d'un filtre, et c'est ce qui se fait en réalité. On peut avoir 50, 100 000, plusieurs dizaines de milliers de filtres, si on veut. Et les connaissances apprises par le réseau de neurones vont se trouver dans ces filtres-là. Donc les réseaux convolutionnels qui sont sans doute les modèles deep les plus utilisés actuellement, il y en a d'autres, mais ce sont probablement les plus utilisés, fonctionnent par ce principe-là. On applique des convolutions, ensuite on réduit l'image, en sous-échantillonnant l'image avec un pooling, on applique de nouveau des filtres, etc., etc., etc. À la fin, on peut avoir des couches classiques, fully connected, alors que la tendance pour le moment est même de se débarrasser de ces couches-là et faire des réseaux complètement convolutionnels jusqu'à la fin. Donc, pourquoi ça fonctionne? Pour ce partage de paramètres. Selon le type du réseau, par contre, on n'est toujours pas complètement invariant à la translation.
il y a les derniers travaux ont tendance d'y aller, mais les réseaux classiques où on arrête de pouler jusqu'à un certain niveau, donc on garde une feature map qui est encore une étendue spatiale, ben dans ces cas, la dernière feature map, donc la dernière couche, a encore justement cette fonction spatiale, et elle va donc du coup changer si l'objet d'intérêt change dans l'image. C'est un effet un peu secondaire, mais il faut l'adresser quand même. Maintenant, ce qui est fait dans le deep learning est ce qu'on appelle du data augmentation. C'est-à-dire, au lieu d'intégrer l'invariance ou l'équivariance par rapport aux transformations dans le modèle, on dit que le modèle apprend. C'est pas quelque chose qu'on a tendance de beaucoup aimer parce que, en gros, ça consiste à une chose très simple. On prend les entrées, comme par exemple ici une image avec un ours, et au lieu de stimuler les réseaux toujours avec les mêmes images, on va couper les endroits, donc cropper cette image à des différents endroits, de telle manière que la même image est présentée une centaine de fois, où l'ours se trouve à plusieurs positions. Donc en gros, le réseau apprend à prédire la présence de l'ours parce qu'il l'a vu à plusieurs endroits. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de faire dans le passé, où on avait des modèles comme par exemple les modèles déformables, qui pouvaient faire abstraction de ce genre de mécanisme, mais on a vu que ça fonctionne assez bien. Donc pourquoi ça fonctionne? Je tente de faire un résumé. Parce qu'on partage des paramètres avec les convolutions, parce qu'on arrive à faire des modèles très profonds maintenant, vu que nous avons moins de paramètres dans une couche, on peut en mettre plus avec le même nombre de paramètres, ce qui est assez important, parce que nous avons beaucoup d'années de données, par exemple dans les années avant l'arrivée d'ImageNet, les datasets sur lesquels les chercheurs entraînaient étaient autour de 10-20 000 images annotées. Maintenant, ImageNet, nous avons 1 million. En vidéo, pareil, Sports 1M, le dataset, 1 million de vidéos. Il faut déjà trouver les serveurs pour les accueillir, donc c'est pas toujours très simple. Nous avons la puissance des calculs pour les entraîner, parce que si vous avez 1 million, 1,5 million images à entraîner sur un réseau, il faut que le réseau les voit une de plusieurs fois. Donc, vous prenez une image avec beaucoup de pixels, vous stimulez le réseau, vous calculez les gradients, vous faites la mise à jour, et cela, plusieurs fois, ça peut prendre du temps. Et aussi, plusieurs techniques de régularisation qui permettent à ces réseaux de ne pas faire du surapprentissage si le nombre de paramètres est très grand. Donc on verra ça plus tard. Le nombre de couches ne cesse pas d'augmenter. Donc en 2012, AlexNet, nommé d'après Alex Krichevsky, le doctorant qui a travaillé avec Hinton, a 8 couches et entraîné sur 2 GPU en parallèle qui étaient interconnectés. GoogleNet en 2014, 20 couches. 2015, Microsoft Research, 150 couches. Un réseau juste avec 150 couches, appris, n'apprendra pas. Beaucoup moins bien qu'un réseau avec 10 couches. Donc à chaque fois, il y avait des nouvelles techniques qui étaient inventées pour faire fonctionner ça. Donc juste les 8 couches n'auraient pas été possibles sans une technique qui s'appelle dropout, où on désactive aléatoirement certaines unités statistiquement lors de l'apprentissage et une fonction d'activation un peu nouvelle. GoogleNet a introduit la supervision intermédiaire où on stimule à gauche et en fait le résultat ne vient pas uniquement vers la fin mais aussi de manière intermédiaire à d'autres endroits dans le réseau pour ne pas faire perdre, pour que les gradients ne se perdent pas quand ils traversent le réseau. Et Microsoft Research, il y a quelques mois, a introduit le residual learning où, en fait, chaque couche ne va pas apprendre une fonction, mais un résidu par rapport à l'identité. C'est-à-dire que chaque couche va, par défaut, s'il initialise à 0, faire une identité, juste copier les données. Et ensuite, une fois que les paramètres s'écartent de 0, va faire une différence. Et ça aide à bien initialiser les différentes couches du réseau de telle manière qu'on ne rentrait pas dans des problèmes. Alors, ces réseaux deep ont un certain effet. On a besoin de beaucoup de couches pourquoi? Pour avoir des fonctions bien complexes, mais surtout aussi pour avoir des niveaux d'abstraction. Et il y a un papier qui est sorti il y a 2 ans
de Tyler Fergus de New York University sur la visualisation. C'est-à-dire que c'était assez sympathique, on prend des réseaux de neurones qui sont déjà appris, convolutionnels, et une fois que les données traversent les réseaux profonds, on regarde les endroits qui sont les plus activés. Et ensuite, on essaie de retropropager les informations de l'image de ces endroits-là. Et en fait, ici, dans la prochaine slide, vous allez voir les différentes couches. Donc, ils ont fait ça avec AlexNet, 8 couches, les différentes couches du réseau de neurones et les concepts sur lesquels ils réagissent. Et on peut voir que les premières couches d'un réseau de neurones profond réagissent sur des formes géométriques assez simples. Donc, ça peut être des contours, des coins, des formes un peu géométriques, des textures, etc. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les couches, on monte dans les abstractions, dans les niveaux d'abstraction appris par le réseau. Donc les R3, déjà, on a des patterns, c'est toujours des parties d'un concept, mais assez un peu plus complexe. Là, déjà, surprise, on commence à avoir des personnes. Et là, 4, 5 et 4, 5, par exemple, typiquement, on trouve dans les concepts les chiens, les spirales, des oiseaux, etc. Donc en fait, chaque couche va s'appuyer sur les calculs de la couche précédente. Donc si votre couche précédente va détecter avec ses filtres certains concepts, et bien la couche d'après va filtrer avec un nouveau filtre, les combiner, faire un pooling spatial, donc va combiner ces concepts-là et créer un concept plus complexe. Et on peut voir aussi que ça se voit dans l'apprentissage. Donc ce que vous voyez ici, c'est la complexité des filtres après, en fonction de la durée d'apprentissage. Donc époque, un nombre d'époques, c'est le nombre de fois que vous avez passé l'intégralité des données. Après une époque, c'est-à-dire vous avez passé les données une fois. Donc époque 1, 2, 64, c'est-à-dire les données ont été passées 64 fois sur les réseaux. Donc pour les premières couches apprennent assez rapidement des concepts sympathiques, mais au fur et à mesure que vous augmentez dans les couches, ça va se faire de plus en plus lent. Pourquoi? Les premières couches doivent converger vers quelque chose qui a un sens avant que les couches supérieures peuvent reprendre ce travail-là et de leur manière converger. Voilà. Donc, je ne peux pas complètement rentrer dans plus de détails que ça. J'aurais bien aimé avoir le temps de travailler un peu de vous présenter quelques slides sur la généralisation, le surapprentissage, l'optimisation du paramètre. Malheureusement, heureusement, j'ai aussi un peu de temps de travailler à présenter ce que nous faisons au LYRIS. Donc, on va passer maintenant vers la deuxième partie. L'apprentissage profond sur le mouvement. Donc, mouvement. Comprendre comment bouge un humain dans une image, dans une vidéo, pour, par exemple, je l'avais présenté tout à l'heure, la reconnaissance d'activité, la reconnaissance de gestes, l'estimation de la pose, etc. Donc, un projet sur lequel nous avons travaillé ce dernier temps est la reconnaissance de gestes dans un contexte robotique. Donc, c'était un contrat industriel avec une entreprise de robotique à Lyon, Avabot, qui ont fabriqué ce petit robot ici que vous voyez dans l'image, sur les stands, qui étaient présentés sur les stands de NVIDIA à une conférence sur l'embarqué il y a 2 mois. Et en fait, ce robot a certaines composantes, il a un Kinect évidemment, il a un LiDAR, des haut-parleurs, il peut rouler, etc. Il travaille sur ROS et Linux. Et notre objectif était de le doter un peu de capacité d'interaction, donc de pouvoir faire de la reconnaissance de gestes pour la robotique. Donc c'est le travail de ma doctorante Natalia Nevarova qui vient de soutenir il y a 2 semaines, et en collaboration avec mon collègue Graham Taylor de l'Université de Guelph à Canada. Donc l'objectif est ici de dire que, ok, on a des gestes plutôt communicatifs, et dans un environnement semi-comparatif, ça veut dire qu'on veut quand même que le robot comprenne. J'ai dit un peu semi-coopératif parce qu'on veut quand même que l'effort est minimal. La différence entre coopératif et non coopératif est que si vous êtes dans la vidéosurveillance, vous êtes dans une configuration non coopérative. Vous voulez comprendre ce que fait quelqu'un qui s'insère chez vous dans la maison, et la personne ne coopère pas, elle ne veut pas être vue. Donc, ce qui rend un peu le problème assez compliqué. Si vous jouez à la Xbox avec la Kinect, c'est un système coopératif. Vous êtes joueur, vous voulez jouer. Donc si vous êtes hors configuration, vous vous écartez de la caméra,
la Xbox va dire, vous n'êtes pas dans l'image, recentre-vous, et pour que vous puissiez jouer. Donc c'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Semi-coopératif, c'est un terme qui n'existait pas vraiment, mais que j'ai envie d'utiliser, qui dit que, ok, on n'est pas dans la vidéosurveillance, la personne qui utilise les robots veut bien jouer le jeu, mais il faut que cet effort soit minimal, parce que sinon on ne se sert plus du robot. Le robot a un peu le rôle d'un compagnon, donc c'est un robot compagnon qui traîne chez vous dans l'appartement, et vous pouvez les commander en disant que, ok, bon, bah, appelle-moi maman, projette-moi un Skype ici sur ce mur-là, etc. Fais-moi quelque chose, cherche-moi quelque chose, etc. Donc les gestes qu'on va faire face au robot sont des gestes qui peuvent être assez simples ou assez compliqués. L'objectif ici est de les garder naturels. Donc nous avons travaillé aussi avec le League Grenoble, qui a fait des vastes tests sur une centaine d'utilisateurs pour trouver déjà un dictionnaire facile à utiliser pour les humains. Le problème qu'on avait ici, c'est que la reconnaissance des gestes qui existe déjà, dans la Xbox par exemple, vous avez un reco-geste limité, s'appuie sur le squelette, donc la pose articulée faite par le Kinect SDK. Et le squelette qu'on obtient ne contient pas les doigts. C'est-à-dire que vous avez une articulation qui est là, et ça s'arrête là, vous ne connaissez pas les différentes positions du doigt. Depuis 2 ans, il y a un flag binaire qui vous dit si votre main est ouverte et fermée, mais ça s'arrête là. Sur la Kinect V2, on a un peu de main dans certaines situations avec, il me semble, 3 doigts, mais ça ne va pas super loin non plus. Alors que la plupart des gestes sont de nature à intégrer quand même les doigts. Donc il y a des gestes comme celui-là en haut, où juste le bras suffit, la position du bras, mais après vous avez d'autres gestes où clairement ça ne suffit pas. Donc par exemple, entre appelle-moi maman et appelle-moi maman, bah, c'est pas le même geste. Donc notre solution était d'utiliser à la fois le squelette qui est classiquement utilisé, mais aussi des informations sur les doigts. En parallèle, Nathalie a aussi travaillé sur la position, la pose de la main, où nous faisons des travaux dessus, et ça fonctionne, mais je ne présenterai pas ça aujourd'hui. L'entrée donc multimodale, nous avons le squelette, et sur cette partie-là, nous avons utilisé un descripteur, ou même conçu un descripteur à la main, donc assez handcrafted, qui n'est pas pris, où nous avons calculé plusieurs angles. Déjà, tout le squelette est rendu invariant en les projetant sur un repère canonique centré sur la personne, de telle manière qu'on est invariant à la direction du point de vue et à la taille de la personne, donc tout est amené vers quelques distances canoniques. Ensuite, nous avons croppé des images autour de la position de la main. Donc nous traquons avec un tracker la position exacte de la main, nous avons coupé des imagettes autour des mains, et nous faisons du deep learning dessus. Et ensuite, nous avons aussi l'audio stream, parce que les utilisateurs peuvent aussi accompagner les gestes par des mots. Donc 3 modalités, la pose articulée, le squelette, la vidéo, donc les mains, plus l'audio. Et nous avons proposé un réseau neurones sous forme d'un arbre, hein, où à la fin vous avez les prédictions, 21 classes, 20 classes de gestes, plus une classe absence de gestes, quand on fait rien, ou quand on fait un geste non pertinent qui existe. Et ensuite, plusieurs couches, dont certaines sont partagées, d'autres ne le sont pas. Donc ici, vous avez à l'entrée la profondeur et la couleur de la main droite, la même chose de la main gauche, le squelette et l'audio, et un ensemble de couches qui sont, au fur et à mesure qu'on avance, fusionnées. La fusion intervient à plusieurs niveaux, et on fusionne d'abord les modalités qui sont les plus corrélées, donc par exemple les 2 images de la même main, donc profondeur et couleur, ensuite profondeur, couleur en même temps de l'autre main, et ici nous avons des couches cachées spécifiques pour les 2 autres modalités, et ensuite une couche de fusion. Ce modèle-là a 12 millions de paramètres, et est calculé sur 3 échelles. En total, je pense qu'on est à 38 millions de paramètres en tout. Ce qui est assez élevé. C'est à peu près dans l'ordre de nombre de paramètres que vous avez dans un réseau comme GoogleNet, qui semble avoir une vingtaine de millions, il me semble.
un peu plus même. Donc il faut beaucoup de données pour l'apprendre. Sur ImageNet, vous avez 1 million d'images. Là, nous avons un dataset avec 14 000 gestes, sachant que ici, on ne prend pas un geste complet pour apprendre. En fait, ici, à l'entrée, on a ce que nous appelons des pauses dynamiques, c'est-à-dire c'est 5 frames dans les temps un peu espacés. Et ensuite, on peut faire autre chose dessus. Donc en fait, pour le moment, avec ce système-là, on va voir plus tard ce qu'on peut faire ensuite, mais avec ce système-là, une décision est prise à partir de 5 frames, espacés de 2, 3, 4, donc à partir d'une demi-seconde à peu près. Le savoir-faire réside dans cette couche de fusion ici, parce que cette couche de fusion, elle a plusieurs objectifs. Bah, évidemment, elle va faire la fusion des différents schémas, mais comme ici, on ne fusionne pas des décisions, mais des features, il y a aussi des corrélations entre les caractéristiques à gérer. Il y a des travaux dans la littérature qui disent que certaines fusions sont meilleures que d'autres d'un point de vue théorique, etc. En réalité, c'est assez complexe. Et en fait, même apprendre à fusionner est complexe. C'est comme la meilleure façon si on a assez de données. Si on apprend tout de suite ce réseau-là, from scratch, j'ai envie de dire, avec toutes les poids, ça diverge, ça converge même pas vers quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, il faut faire autre chose. Et la façon la plus simple pour nous était de dire que, ok, on voudrait bien être le plus générique possible, vraiment apprendre à fusionner, mais on va choisir une stratégie qui ressemble à ce qu'on appelle le curriculum learning. Le curriculum learning veut dire que, ok, d'abord, on apprend avec les petits exemples qui sont un peu simples, et ensuite on passe vers les complexes. On peut voir que ça permet d'apprendre et de converger plus rapidement vers des solutions. On a choisi une stratégie un peu similaire en disant qu'on fige le réseau de telle manière qu'au début, il fait une fusion arithmétique. Mais au lieu de coder en dur une fusion arithmétique, on a codé un réseau avec, ici, en fait, ce que vous voyez ici, ce sont les deux couches, celle-là et celle-là, de telle manière que là, on a les différents schémas et là, on a les sorties. Si cette couche est initialisée à la main d'une certaine façon, ça revient à calculer la moyenne géométrique des différents schémas. Donc, typiquement, si on met tous les blocs ici hors diagonale à 0 et on les fait parivoler, et ici on met des matrices d'identité, et là aussi, dans ces cas, on a une fusion géométrique. On peut apprendre les réseaux comme ça. Donc, on fige ces couches, on apprend le réseau jusqu'à convergence. Et on a fait plus que ça, nous avons entraîné d'abord chaque schéma jusque-là de manière séparée. Nous avons préappris les différentes modalités. Ensuite, nous avons figé la couche ici de telle manière que la fusion est faite algorithmiquement de manière très précise, mais ça revient à fixer ici cette matrice. On apprend jusqu'à convergence. Après, on ouvre partiellement les différents blocs. Donc, on ouvre ce bloc-là, on apprend les corrélations entre les deux mains. Ensuite, on ouvre le reste. Donc, on apprend les corrélations entre les mains d'un côté et la pose articulée de l'autre côté. Et à la fin, on apprend tout. Et ça converge naturellement vers une solution qui est beaucoup plus performante que si on avait tout ouvert tout au début. Ça diverge même. Ça donne des résultats qui sont assez sympathiques. Nous allons ajouter une autre technique que nous appelons mode drop, qui est rien d'autre que la généralisation du dropout sur les modalités. L'objectif étant de dire que, ok, vous avez votre robot qui est capable de reconnaître des gestes, et à tout un coup, il y a quelqu'un qui bloque le signal du microphone, et vous n'avez plus de microphone. Votre reconnaisseur va se casser la figure, puisqu'il y a n'importe quoi qui va rentrer dans le canal audio qui va perturber le reste. Donc, mode drop consiste, en quelque sorte, de manière simplifiée, à aléatoirement dropper des modalités dans l'apprentissage. Donc, on peut montrer que ça convient à dire qu'on prend le coût, donc la fonction de l'os, et on la décompose en une fonction de coût qui est rien d'autre que du coût individuel sur la fonction de puissance de toutes les différentes modalités. Donc, soit l'audio avec la main droite, etc., etc. Ça revient à la même chose.
Et sauf que ça s'implémente de manière beaucoup plus simple. Donc on a ici un sélecteur de bandwidth qui va dire qu'avec une certaine probabilité, l'audio tombe en panne. Pomme. La vidéo tombe en panne, la main droite tombe en panne. Et on apprend. Avec une probabilité atténuée, un peu comme dans Dropout. Et nous avons montré que, comme pour Dropout, on peut un peu bidouiller avec les équations et retrouver qu'en fait, quand on minimise les coûts pour ce réseau, donc l'erreur qu'on minimise ce réseau-là correspond à l'erreur normale, donc sans ce mode drop-là, sans ce fonctionnement, avec un petit facteur qui correspond à une probabilité, plus un terme. Et ce terme-là sont les différentes entrées, possibilités d'entrée et leur poids. Et en fait, ce terme-là va être minimal si les poids suivent les corrélations des entrées. C'est-à-dire que si les entrées des modalités ne sont pas corrélées, et ben le terme va juste disparaître. Et si il y a une corrélation, on favorise corrélation des poids. Donc en fait, on co-adapte un peu les modalités, les poids des modalités par rapport aux corrélations. On combine ça avec le dropout classique pour avoir une régulation classique des poids, donc en fait favoriser des poids plutôt faibles. Et ça donne quoi? Eh ben, nous avons fait plusieurs expériences, entre autres sur MNIST, qui est un peu le gold standard, j'ai envie de dire, en deep learning maintenant, qui est une base assez connue, qui a été faite par Yann LeCun il y a une vingtaine d'années, sur des caractères, des chiffres. Hein. Donc nous avons simulé les modalités en coupant chaque chiffre en 4 blocs, en décadrant, et en disant que ça correspond à 4 modalités. Et on apprend avec notre système. Ce qui fait que on a un certain nombre d'erreurs, donc ici on a des erreurs, plus petites et mieux. Le minimum est obtenu si on combine mode drop et dropout, mais l'ajout de dropout n'améliore pas forcément les performances en absolu, mais ce n'est pas non plus l'objectif. Mais ce qui est déjà très bien, ça n'empire pas non plus. Ce qui n'était pas clair dès le début. Par contre, et là où on gagne vraiment, c'est quand on dit, ok, maintenant je commence à mettre du bruit. Donc là, on a les mêmes erreurs ici parce que tout est visible. Par contre, quand je couvre 1, 2, voire 3 segments, où j'ajoute encore du bruit poivre et sel, comment va se comporter mon réseau? Et bien, si j'utilise que du dropout et pas du mode drop, on va fortement chuter au niveau d'erreur, c'est l'erreur. Hein. Et avec mode drop, on va garder une certaine performance. Donc là, 3 segments couverts, on voit juste un cadran. Hein. Et ça reste assez élevé. Et on peut faire la même chose sur la reconnaissance de gestes, donc retour vers la reconnaissance de gestes. Apprentissage classique, apprentissage avec mode drop. Si par exemple vous enlevez juste l'audio, vous tombez quand même pas mal au niveau d'accuracy, donc à 84, hein, par rapport à 96 full. Pour le réseau après avec mode drop, vous chutez de 4%, qui correspond à peu près à l'apport de l'audio dans la reconnaissance après les avoir combinés, mais pas plus que ça. Donc en fait, si vous ne l'entraînez pas de cette manière-là, quand vous enlevez un signal, vous n'enlevez pas uniquement l'apport de ce signal, vous perdez plus parce que le réseau a appris à faire confiance à ce signal-là et à le combiner avec d'autres, d'une certaine manière. Donc, nous avons soumis une entrée à la compétition de reconnaissance de gestes pour ECCV 2014 et nous avons remporté cette compétition. Donc, première place parmi 17. Donc ici, vous avez le Jacquard Index parce que l'objectif n'était pas uniquement de classifier les gestes, mais aussi de les détecter. C'est-à-dire, les Jacquard Index vous donnent aussi, en gros, l'intersection selon l'union, en gros. Est-ce que vous avez bien trouvé le début et la fin du geste? Le système que nous avons soumis est un peu plus complexe que ce que j'ai présenté parce que nous avons aussi entraîné un deuxième réseau uniquement pour localiser. Nous avons combiné. Il y a quelques autres détails un peu cruciaux que je ne présenterai pas maintenant. Et quand on regarde juste les scores par modalité, donc sur la pose articulée, donc le squelette tout court ou la vidéo, on voit que même là, notre entrée est première comparée aux autres, dont certains ont soumis uniquement pour ces modalités-là.
une démo. Donc là, on a la vérité à gauche et la reconnaissance à droite. Quand c'est vert, c'est bien reconnu. Quand c'est rouge, c'est pas bien reconnu. Et de temps en temps, vous avez des actions qui sont non pertinentes. C'est-à-dire que dans les jeux de test, il peut y avoir une action qui a un sens, mais qui n'est pas reconnue comme quelque chose à reconnaître. Donc il faut que la classe non-action soit pas uniquement inactivité des mains. Et pour rendre ça un peu plus, comment dire, compliqué, pour mettre un peu plus d'épices dans l'affaire, cette classe n'était pas connue avant une semaine avant le début. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps d'entraîner. Dans le jeu de validation, il y avait des actions, des gestes non pertinentes, mais qui n'étaient pas ceux qui étaient utilisés dans les jeux de test. Et on n'avait pas assez de temps pour eux apprendre. De toute façon, on n'avait pas le droit d'apprendre sur le test, même si on avait le temps. Donc là, c'est un code Python Tiano et qui tourne en temps réel sur un robot. On l'a porté sur notre robot. Il y a aussi une version Café C++ qui est en cours et il y a un pull request pour OpenCV, mais c'est pas encore complètement finalisé cette version. Voilà, donc je bascule vers la deuxième partie et je vais un peu accélérer. Donc sur l'apprentissage des séquences. Donc les réseaux de neurones peuvent aussi être utilisés pour l'apprendre des séquences. Et ici, ce que vous voyez, c'est un schéma d'un réseau récurrent où nous avons des schémas de l'entrée vers la sortie et à plusieurs instantanés. Donc c'est le même réseau avec des poids partagés et nous avons aussi des poids récurrents entre les temps. Et en fait, là, on a quelques slides qui viennent de Hendrik Karpathy de Stanford, qui a aussi soutenu il y a 2 semaines, je pense, qui a utilisé ces réseaux pour apprendre sur, par exemple, guerre épée. Après 100 itérations, c'est ce que le réseau produit. Après 500 itérations et après 2000 itérations, le réseau récurrent produit du texte. Il semble même avoir appris des mots, parce que Natacha, ça sent bien russe. Et des phrases qui n'ont pas forcément un sens sémantique, mais qui sont quand même assez sympathiques, sachant que c'est pas un humain qui les a produits, mais juste une machine statistique qui a été prise sur des textes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? Donc là, il y a quelqu'un qui a repris le code de Karpathy de GitHub, qu'il a installé sur un téléphone portable et qui traverse les rues d'Amsterdam. C'est le code de image captioning. Donc un réseau de neurones conventionnels va prédire les prédictions, donc va prédire des concepts vus dans la scène, et un réseau récurrent va produire des phrases syntactiquement correctes de ce qu'on voit. Donc voilà, je vois une maison qui est là, une maison devant une autre. Certainement, ce qui m'a impressionné, a bicycle chained together with a bunch of other bicycles, ça veut dire je vois un vélo qui est enchaîné contre un tas d'autres vélos, ce qui est quand même assez impressionnant, parce qu'elle a dû comprendre qu'il y a un vélo ici, un tas d'autres vélos ailleurs, que les deux sont cadenassés ensemble, qu'il y a proximité, et juste prédire ça, c'est encore une chose, mais encore aussi une phrase qui va dire ça en un anglais correct. Donc, dernière chose sur laquelle je vais parler, c'est des travaux à nous qui utilisent ce genre de technologie, qui proposent un nouveau modèle séquentiel sur l'authentification sur smartphone. Donc, c'est un projet que nous avons fait avec Google, où l'objectif est de dire que rendre votre PIN, donc votre code dans votre smartphone, c'est pénible, et on voudrait bien que vous sortez votre smartphone, vous le dévorriez, et en fait, il vous dit automatiquement est-ce que c'est vous ou c'est pas vous. Donc les technologies qui sont les plus connues, qui sont déjà d'ailleurs en partie en Android, c'est la reconnaissance faciale, donc on utilise la caméra, la voix. Mais une autre façon de dire, c'est que c'est les accéléromètres et les gyroscopes de votre smartphone, donc la façon comment vous bougez votre smartphone dans la main. Et donc c'était ce projet-là. Google a pour ce projet donné 1500 Nexus 5 à 1500 personnes pendant 9 mois. Pour usage dans leur vie quotidienne, ça aboutit à 27 teraoctets de données, de plusieurs capteurs, donc caméra, écran tactile, GPS, etc. Nous avons utilisé une toute petite partie de ces données-là parce qu'ils sont quand même dominés par l'audio et la vidéo. Nous avons récupéré, pour notre contribution, la partie inertielle. Donc inertielle linéaire, inertielle angulaire, donc le gyroscope. Donc c'est un vecteur de 6 accélérations, 3 translations et 3 accélérations, 3 angulaires, à 200 Hz. Donc c'est toujours les travaux de Natalia qui a aussi travaillé sur la reconnaissance des gestes, et toujours aussi en collaboration avec Graham Taylor.
Donc nous avons travaillé sur plusieurs possibilités. Donc évidemment au début on essaie de refaire ce que fait tout le monde, ce qui est connu. Donc par exemple les convolutions 1D dans les temps, court ou long. Et ensuite on s'est dit bon ok donc ça c'est fait. Des réseaux récurrents, donc RNN classique ou LSTM, pour ceux qui connaissent, qui sont une version un peu plus élaborée des réseaux récurrents avec quelques subtilités mathématiques. Et il y a aussi un réseau qui a un peu attiré notre attention, qui a été proposé en fin 2014 par Koutnik et compagnie, qui est un réseau récurrent sur plusieurs bandes. Moi j'ai bien aimé la proposition parce que c'est un réseau qui correspond un peu à quelque chose que ferait un traiteur d'image, un traiteur de signal, quand on lui demande de faire des réseaux de neurones. Donc il se dit, il a des fréquences temporelles, on va faire des couches, et chaque couche va gérer sa fréquence. Donc la couche rouge est une couche rapide, où chaque unité connecte à l'unité précédente. La verte, c'est déjà la moitié, donc en fait celle-là va être connectée avec celle-là, mais elle est inactive chaque deuxième fois. C'est-à-dire en réalité, elle va être connectée à celle-là, parce que chaque deuxième fois, celle-là va juste copier. Donc en fait, on a une notion de fréquence, et aussi les couches rapides reprennent des informations, donc des connexions vers les couches lentes, mais pas l'inverse. Donc en fait, une couche rapide est influencée par les évolutions long terme, mais pas l'inverse, ce qui semble logique. Donc ce qui est quelque chose assez sympathique, mais qui a eu quelques problèmes, surtout vu que ici, pour cette couche-là, à chaque deuxième instant, il y a une des deux qui va être mise à jour et pas l'autre. On n'est pas invariant à la translation. C'est-à-dire que la sortie de votre réseau va dépendre à l'instant même que vous avez allumé votre téléphone, il y a peut-être 3 jours avant. C'est un peu l'équivalent pour un imageur de prendre son image, les bouger d'un pixel et avoir une solution complètement différente. Ce qui n'est pas du tout souhaité. Il y a d'autres problèmes qui veulent dire que les couches très lentes ont très peu de données pour la mise à jour. Donc nous allons travailler sur une solution à ça. Notre proposition est un réseau qui partage, qui reprend la même structure, mais où chaque couche qui n'est pas complètement rapide est copiée à chaque instant donné avec des paramètres partagés. C'est-à-dire que cette couche-là, elle existe aussi à cet instant-là, et aussi à celui-là, et celui-là, et celui-là, celui-là, et les deux instances vont partager des paramètres. Quel est l'avantage ? Comme après on va combiner les paramètres sur les différents instants, on est complètement invariant à la translation, et comme on met à jour pour toutes les différentes couches les paramètres à chaque instant, on n'a pas les problèmes que les couches un peu lentes vont manquer de données pour l'apprentissage. Donc ici on peut voir ça un peu comme ça, c'est la mise à jour pour un réseau classique où vous avez l'entrée, et là la couche cachée, et en fait ici vous avez la fonction qui va le mettre à jour. Donc la couche cachée à l'instant t-1 fois une matrice avec les connexions récurrentes, plus l'entrée avec les pots feed-forward va vous donner, par une fonction d'activation, la nouvelle couche. Donc ça c'est un RNN classique. Le LSTM, pour ceux qui s'intéressent, va juste ajouter quelques gates supplémentaires qui veut dire que est-ce que j'oublie à un certain instant des informations oui ou non. Donc le CWRNN a une structure un peu similaire où pas tout le monde est mis à jour en permanence. Donc là, pour par exemple l'instant t égale 6, 6 est un multiple de 2 et de 1. Donc en fait, les couches, les bandes 1 et 2 sont mis à jour, mais pas les autres. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir d'une faute. J'ai utilisé couche à chaque fois pour dire ces différentes bandes, mais en fait, ce sont vraiment des bandes fréquentielles. Ce sont des sous-ensembles de la couche cachée. Vous pouvez combiner ça avec plusieurs couches. Donc chaque couche dans l'essence réseau de neurones peut avoir plusieurs bandes. J'aurais dû dire bandes plutôt que de couches tout à l'heure. Donc là, les bandes ici sont mises à jour parce qu'elles sont divisibles. Ici c'est divisible par ces bandes-là et les autres non. On voit très bien que la mise à jour dépend complètement de l'instant t. Et dans les modèles proposés, tout le monde est mis à jour, tout le temps. Et comme les différents modèles partagent les données, on a besoin de ne pas stocker un hash t à l'instant t-1, mais toute une matrice avec les hash des différents instants du dernier temps. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et bien ici, vous avez une entrée, et on peut montrer
l'invariance par translation de ce modèle-là. Là, vous avez un RNN, et en fait, ce qu'on fait, on prend l'input, et on les bouge à droite et à gauche à plusieurs instants, on fait une prédiction, et on rebouge la prédiction dans l'autre sens, et on superpose les prédictions. Et on voit que un RNN classique est invariant à la translation, sauf une phase de burning qui vient de dire c'est un effet de bord en fait, parce que au début on n'avait pas de signal. Mais ça ne met pas en cause le RNN. Si vous faites la même chose avec un CWRNN, donc la version classique, vous allez voir que ça fait tout n'importe quoi. Donc en fait, la réponse de votre réseau va dépendre de la part de l'offset sur votre grille. C'est un effet qu'on ne veut pas. Alors que le DCWRNN va reprendre la bonne propriété des RNN, mais tout en gardant la propriété fréquentielle des différentes bandes que n'a pas le RNN classique. Donc je vais un peu passer sur la partie biométrique, après on utilise des GMM pour faire la distinction, je ne vais pas rentrer dans ça. Au niveau des expériences, donc juste au niveau de reconnaissance de ces modèles-là, on a un certain taux de reconnaissance, mais enfin je vais directement passer sur l'erreur dans un cadre biométrique. Ce que vous voyez ici, c'est equal error rate and half-time error rate. En gros, combien de fois le réseau va se tromper dans un ou deux sens. Donc ici, on arrive à 18. Donc dans 18% de temps, on authentifie un utilisateur qui n'aurait pas dû l'être ou l'inverse. D'accord? Donc ce n'est pas complètement utilisable en soi, encore. Mais Google va le combiner avec le visage, l'audio, etc. Et ce que ça prouve quand même, c'est qu'on est fortement corrélé, l'identité est fortement corrélée avec la façon dont vous tenez vos téléphones dans la main. Et on voit aussi que les modèles proposés fonctionnent mieux qu'un RNN classique et même comme un LSTM, sachant que les gates d'un LSTM peuvent aussi se mettre dans notre modèle, donc on pourrait faire un gated DCWRNN aussi, si on voulait. Le modèle peut aussi être appliqué à la reconnaissance de gestes, donc on a utilisé un réseau qui ajoute une couche DCWRNN sur la reconnaissance de gestes, et on voit aussi que ça améliore un peu. Voilà, je vais arriver à la conclusion. Donc, quelques idées sur ce qui est sur le feu en ce moment, chez nous ou chez les autres. Donc, les sujets un peu intéressants en ce moment, c'est le knowledge transfer, c'est-à-dire que vous avez une base annotée de grande taille sur un sujet donné, vous voulez transférer cette connaissance sur une autre base qui est, espérons quand même, corrélée, mais pas complètement identique, donc vous transférez ImageNet vers autre chose. Donc nous avons des travaux en cours, par exemple sur la segmentation scientifique, où nous faisons la prédiction sur 7 bases différentes, avec des jeux de données différents, des définitions d'étiquettes différentes, et on apprend un seul réseau qui peut faire la prédiction selon les 7 sémantiques diverses. Le même type d'approche aussi, c'est le même travail, même papier, sur l'estimation de la pose. Donc ça c'est la pose de la main. Et on apprend à partir de deux jeux différents, dont un a 20 articulations, l'autre 15. Un a noté les articulations, l'autre les centres de phalanges, qui est sémantiquement différent. Et on peut voir qu'ajouter l'un à l'autre d'une certaine manière, avec une certaine fonction de coût, va améliorer le score à cause de la corrélation entre les jeux, alors que les étiquettes ne sont pas identiques. Ils sont corrélés, mais pas identiques. Quoi d'autre? De l'apprentissage supervisé et non supervisé, faiblement supervisé, fortement supervisé, toutes les combinaisons sont autorisées. Donc en gros, dire que ok, nous avons un ensemble de données annoté ou pas. Nous avons plusieurs ensembles de données dont un est annoté, l'autre pas. Nous avons un ensemble de données où on a des annotations mais qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche. Typiquement, vous savez dans une image qu'il y a des chiens, mais vous ne savez pas où ils sont et vous voulez prédire où ils sont. C'est-à-dire que vous voulez produire une position que vous n'avez jamais vue. Donc il y a par exemple Ronan Colobert chez Facebook qui travaille beaucoup sur ça actuellement. Et nous avons aussi des travaux un peu similaires où on utilise des données faiblement annotées. Donc il y a des informations dedans, mais qui ne sont pas forcément les étiquettes qu'on veut prédire. Donc il faut apprendre autre chose, des variables latentes. Donc quels sont les verrous scientifiques auxquels je m'attends dans les prochains temps? Et bien, combiner par exemple typiquement les deep learning avec les modèles structurés.
Donc tout ce qui est graph, par exemple, les modèles structurés, structured output, les MRF, les CRF, etc. C'est en train de venir. Par exemple, pour l'activité où l'apparence locale et le contexte peut être très bien géré par un CNN, mais par contre, tout ce qui est fait un peu long terme, où un CNN a encore un peu du mal, parce que c'est très articulé, et ce n'est pas les points forts des réseaux deep, ben, ça peut être géré par des modèles plus structurés. Donc on est en train de travailler sur ça. Quels sont les problèmes du deep learning face à des modèles qu'on a déjà vus dans le passé, et qui étaient capables de faire des choses que les réseaux deep ne peuvent plus les faire? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc par exemple, la gestion d'invariance. J'ai parlé brièvement de ça au début de mon talk en disant qu'on fait des data augmentation pour rendre invariant un modèle parce que le modèle ne l'est pas en soi. Mais en fait, ce qui est un peu tragique presque, parce qu'on avait des modèles dans la littérature qui étaient invariants. Comme par exemple, pour ceux qui connaissent les DPM, des Formable Parts Models, qui modélisaient un objet, un centre, et un ensemble de parties et leur position par rapport au centre d'objet. Et vous la prenez sur un vélo et vous regardez un autre vélo qui est un peu dans le point de vue et le modèle est capable de le trouver. Un réseau CNN, mais il faut qu'il ait vu beaucoup de vélos pour extrapoler. Donc les CNN ne sont pas encore déformables. Il y a des travaux en cours pour les rendre de plus en plus invariants. Il y a un papier qui vient de sortir il y a 3 jours qui propose l'équivariance par rapport aux rotations pour les CNN. J'ai rien vu encore de très convaincant sur les déformations un peu complexes comme les déformations articulées, mais c'est en train de venir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est une question, je ne sais pas trop, peut-être pas. Personnellement, je me suis dit que en fait, ces modèles-là travaillent comment? Ils minimisent une fonction d'énergie discrète, donc ils résolvent un problème combinatoire pour trouver la solution, donc la meilleure configuration d'un objet. Je suis assez convaincu que dans notre tête, ça ne se fait pas. Alors que notre tête est invariant, enfin notre raisonnement est invariant par rapport à ça, donc je vous reconnais même si vous bougez. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les faire? Parce que la nature n'a pas produit des hélicoptères, donc c'est l'éternel débat entre se faire inspirer par la nature ou non. Il y a quelque chose qui se fait actuellement beaucoup, c'est des modèles d'attention qui m'intéressent beaucoup, où on dit que, ok, au lieu de chercher la meilleure configuration de mon objet, dit que, ok, j'entraîne un modèle pour faire une prédiction, et aussi pour regarder où je dois regarder après pour mieux comprendre. Et c'est peut-être un peu ce que fait le cerveau aussi. C'est-à-dire, on regarde et on ajuste notre direction de regard pour mieux comprendre. Donc c'est quelque chose qui a été proposé récemment, qui commence à un peu percer dans différentes applications. Est-ce que c'est quelque chose qui peut complètement remplacer l'invariance et l'équivariance par rapport à toutes différentes transformations d'un réseau deep? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a bonne chance. Les tendances actuellement, c'est apprendre et où regarder, donc par ces fameux mécanismes d'attention. Regarder où apprendre et où stocker des choses. Donc les Neural Tuning Machines par exemple, où on dit que un LSTM ou un réseau récurrent peut apprendre certaines choses, mais il a ses limites, mais il peut piloter une mémoire externe dont l'usage peut aider le réseau principal. Et dans les talks de Yann Dequin, il y a quelques jours à Paris, il a comparé ça au cortex, au hypothalamus dans le cerveau, où on a aussi une partie du cerveau qui est pour les court termes et une pour le long terme. Apprendre comment générer des données, donc adversarial networks, où on apprend un générateur aléatoire de produire des données qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on veut modéliser jusqu'à ce qu'un deuxième réseau ne peut plus faire la différence. Donc c'est assez sympa. Apprendre d'aller de plus en plus profondément, donc les residual networks, les highway networks, donc les de plus en plus techniques, dans un endroit assez simple, mais il faut les trouver quand même, pour permettre à un réseau d'aller de plus en plus profondément, ajouter des couches. Combiner vision et langage est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Je pense que ça va revenir dans Trek 8 cette année, d'après ce que j'ai compris. Donc, combiner des requêtes textuelles pour retrouver quelque chose en image, etc. Donc, en conclusion, le deep learning est un ensemble de méthodes où j'ai touché une toute petite partie aujourd'hui, un ensemble très vaste qui a la propriété de manière générale de bien fonctionner si on a beaucoup de données d'apprentissage et beaucoup de calculs. Calcul, et si je ne l'ai pas encore dit, il faut beaucoup de calculs, donc il faut des GPU, etc.
ça demande une certaine expertise pour l'apprentissage. Je ne sais pas qui a dit la phrase la première fois, mais on dit babysitting un réseau. Data augmentation est assez important pour rendre ces modèles invariants quand ils ne le sont pas. Je dis bien quand ils ne le sont pas parce que ces derniers réseaux, il y a des dernières tentatives de réseau où on se débarrasse de toute la représentation spatiale vers la fin du réseau, où ces problèmes commencent doucement à ne pas être trop graves. Donc, inclure l'invariance ou l'équivariance comme propriété dans le modèle, c'est quelque chose qui reste un objectif et qui n'est pas toujours très simple. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Des questions? Tu vois la première. Peut-être être stupide comme question, j'y connais pas grand-chose, mais ceci dit, j'ai quand même le sentiment que pour avoir des résultats cohérents, il y a une énorme expertise sur l'organisation, la configuration de ce que je vais appeler un réseau de neurones. Et est-ce qu'il y a des choses qui se font là-dessus, sur comment on produit une expertise, comment on explique aux gens comment construire leur réseau neuronal. Finalement, en gros, tous les liens sont hyper importants. La structuration, à mon avis, elle est énorme. L'auto-organisation n'existe pas encore. Oui. Dans tout algorithme d'apprentissage, vous avez forcément un problème de la gestion de complexité du modèle. Donc ça, c'est un rang à tout machine learning. Donc vous avez une fonction paramétrique, donc les paramètres que vous allez apprendre. Et dans la limite d'une quantité infinie de données, n'importe quelle machine va le faire. Un KNN est optimal dans le sens asymptotique. Et comme on n'est pas dans ces cas-là, il y a forcément un compromis à faire entre surapprentissage, etc. Donc, ce qui se fait beaucoup ici, soit vous avez l'expertise, parce que vous avez déjà entraîné je ne sais pas combien de réseaux, soit vous avez l'expertise soit parce que vous êtes un expert en machine learning, soit parce que vous êtes un expert de matière, donc dans les domaines de l'image ou parole, etc. Soit la chose la plus simple, mais qui ne fonctionne pas forcément si bien, bien sûr, c'est de juste optimiser. Donc il y a des travaux là-dessus. Optimiser votre architecture, la façon la plus classique, hein, c'est sur l'ensemble des validations. Donc vous entraînez avec plein de paramètres différents et vous prenez un whole dataset. Et après, les gens qui font des travaux sur des approches bayésiennes pour mieux et plus rapidement converger vers l'architecture qui tient la route. Les problèmes, c'est que est-ce que vous voulez faire la théorie là-dessus? Bien sûr, vous pouvez faire la théorie là-dessus. C'est un peu comme le PAC Bayes. Vous pouvez faire quelque chose de théorique et calculer des bornes sur la taille de votre dataset nécessaire pour une certaine classe d'hypothèse. Mais en fait, les bornes sont tellement hautes que j'ai pas encore vu beaucoup de travaux où c'est vraiment pratiquement intéressant d'utiliser ce genre de théorie pour apprendre. Et il y a une raison pour ça, en fait, parce que toutes ces théories-là font abstraction de vos données. Ils vous disent que, ok, ce réseau-là, il a une certaine capacité, il peut modéliser une certaine classe de problèmes, et je prends les pires exemples. Mais en fait, en réalité, si vous voulez bien adapter votre réseau, ce ne sera pas uniquement la quantité de données, ce sera la complexité de votre problème. Mais comment est-ce que vous allez formaliser ça? Vous prenez ImageNet, par exemple. 1000 classes avec des différentes catégories. Vous avez 200 races de chiens dedans, il me semble. Bon, sur certains problèmes du fine-grain. Eh bien, si vous voulez optimiser votre architecture de réseau sur ça, il faudrait que vous connaissiez mathématiquement l'interaction entre la complexité du problème, la complexité de votre réseau, alors que le problème en soi, il n'est pas, vous ne pouvez pas le cerner. Ça voudrait dire que vous modélisez 1 million d'images et la sémantique et la géométrie, bon, enfin, donc voilà, ça reste un problème très très compliqué. À moins que vous maîtrisez, vous avez un problème simple, vous maîtrisez complètement le domaine. Vous avez un capteur qui fabrique un signal et vous connaissez physiquement les différents bruits dessus, etc. Vous pouvez faire des matrices, sur ImageNet, je vois pas que ça reste un problème. Ouais. Juste pour prolonger la question de Sylvie, toi typiquement le réseau que tu as construit pour la reconnaissance de gestes, on a vu qu'il y avait des modalités partagées, d'autres non partagées. Ce choix, il s'est fait empiriquement? Comment tu as...
il y avait un raisonnement qui n'est pas un raisonnement décompliqué, j'ai envie de dire. C'est de dire que, ok, si tu veux que ça converge vers quelque chose, tu veux t'échapper de minimum local, tu vas commencer à résoudre des tâches plutôt simples. Donc le raisonnement, c'était le curriculum learning. Tu dis que, ok, tu as un problème très complexe, tu les découpes, tu commences à faire des choses très simples, et une fois que ça prend, tu as plus de chances que ça apprend sur quelque chose de plus complexe. Et facilité d'apprentissage veut aussi dire que quand j'ai fait une fusion, j'ai une fusion où elle a une chance d'aboutir plus rapidement, ça veut dire j'ai une fusion des modalités qui sont plus fortement corrélées. Donc les deux mains, la même image, comment dire, les deux images de la même main sont plus fortement corrélées que par exemple une image différente de la main droite et à gauche, parce que vous pouvez des choses différentes. Donc ça nous a amené vers cette structure d'arbre, hein, qui était, je pense, assez logique. Hein. Donc là, on n'a pas cherché plus que ça, mais enfin, c'était, je pense, la chose à faire. Et ensuite, c'est de l'expérience. Ça veut dire essayer d'apprendre, regarder où ça coince pour que ça ne veut pas converger, regarder les activations, trouver des façons de visualiser qui ne sont pas toujours simples, surtout dans tout ce qui est récurrent. En vision encore, on regarde les filtres et on comprend à quoi ils servent. Dans un réseau récurrent avec un certain nombre de couches cachées, regarder un poids, c'est pas toujours très simple. Mais oui, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de babysitting, malheureusement. Oh, c'est pas encore magique, quoi. On est encore loin du moment où on aura une boîte sur le filtre. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on est près de ça. Ok. À moins d'apprendre pendant 18 ans pour devenir adulte. La recherche se fait sur les architectures, en fait. Oui, sur les architectures. Sur, Moi, j'ai une question sur les filtres qui sont utilisés, les filtres de convolution. Est-ce que vous avez testé différentes configurations de filtres et typiquement essayé de valider si certains filtres marchent mieux que d'autres pour certains types de données? Est-ce qu'il y a une étude là-dessus? Les coefficients des filtres sont appris. C'est-à-dire qu'on ne les a pas choisis. La seule chose qu'on choisit, c'est le nombre de filtres et leur taille. Et là, évidemment, on a testé. Mais dans les filtres, vous avez parlé de gradients. Il n'y a pas d'autres types de filtres qui ont été utilisés, des gradients, des laplaciens. Il n'y a pas de... Ah non, ils sont appris. Évidemment, vous pouvez tomber. Tout est appris. Tout est appris, tout est appris. Il n'y a rien dedans qui n'est pas appris, à part les paramètres sur leur nombre, sur leur connexion, les fonctions d'activation. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Donc fonctions d'activation, il y a un poignet de fonctions qui sont connues. Et les filtres, ils sont vraiment appris. Et ce qui est sympa, c'est que très souvent, on tombe sur des filtres connus. Donc les premières couches, selon votre problème, mais très souvent sur des images naturelles, les premières convolutions, on tombe sur des filtres qui correspondent vaguement à du Gabor, par exemple. Donc il se trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, et c'est pour ça aussi qu'on a quelque chose de similaire dans la tête, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est sympa comme résultat quand même que l'évolution a produit dans notre tête des filtres qui correspondent à ce qu'on récupère quand on apprend à classifier des chats et des chiens, et des voitures et des hélicoptères. Oui. Est-ce que vous faites du traitement d'image avant de faire de l'apprentissage? Pour faire ressortir l'objet ou améliorer ses contours C'est une très bonne question et ça dépend. Ça dépend de votre religion. Non, si vous êtes imageur ou machine learner, non, c'est pas ça. Ça dépend de combien de données vous avez. Donc, le machine learner, moi, alors je suis plutôt quelqu'un de la vision, du domaine vision, mais le côté machine learning en moi dit que j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me casser la tête et je veux que ça s'apprenne. En pratique, si vous avez des réseaux, des problèmes un peu complexes avec très peu de données, ça peut avoir un sens d'aider un peu le réseau à ne pas apprendre tout. Mais si j'ai pas à le faire, ça m'arrange. Et donc du coup, par exemple, sur le mouvement, il y a pas mal de travaux où on voit que, bon, de temps en temps, calculer les flux optiques, ça peut aider si vous voulez faire des choses sur le mouvement. Ceci dit, si vous avez beaucoup de données, on a aussi des travaux qui disent que ça apprend les flux optiques. Donc il est capable de le faire. Parce que le cerveau, quand on regarde quelque chose, on coupe ce qu'il y a autour. Du coup, je regarde en vous, je vois pas ce qu'il y a là ni là. Oui, donc il y a des travaux sur ça. Pour vous reconnaître plus rapidement. Moi, je pensais que ça, c'était la tâche des filtres, et donc c'est pour ça que j'ai posé la question du sens où est-ce que certains filtres sont...
Les filtres, en gros, si vous avez une image... Le filtre, c'est comme un art classifié. Je peux me servir du tableau? Oui, bien sûr. Les filtres n'ont pas forcément cette tâche-là. Donc à l'entrée, vous avez une image. Donc pour simplicité, on va dire que c'est une image niveau de grille, donc un canal, par rouge vers bleu. Et en fait, après, vous avez un banc de filtre ici. Allez, on reste dans la perspective. Donc typiquement, c'est, disons, 200-300 filtres de 3x3. Et du coup, ce que vous allez faire, chaque filtre ici va être appliqué à l'image et vous donnera une nouvelle image résultat. Et donc du coup, vous aurez ici autant d'images de résultats que vous avez des filtres. Donc en fait, vous transformez votre image en une réponse de filtre. Et ces filtres-là sont appris. Donc il y a un certain filtre qui va chercher à réagir vers un phénomène, d'autres à un autre. Donc il y a un qui va être par exemple au début, bon, quand vous avez des 3x3 au début, il n'y a pas de souci, on va chercher des contours, des coins, des choses comme ça. Et ensuite, on réduit un peu l'image, et rebelote, on a un nouveau banc de filtres qui va s'appliquer à ces résultats-là. Donc il va combiner la réponse des autres filtres. Donc avec ce mécanisme-là, on ne choisit pas forcément une région où à regarder. Mais les modèles d'attention peuvent faire ça. Ils vous disent que, ok, maintenant, je fais une régression d'une zone qui m'intéresse, et après j'ai fait un parcours dans l'image, et je vais regarder avec un réseau qui m'apprend à regarder en fonction d'un certain état interne, donc un RNN, et les contenus actuels que je regarde. Donc ça peut se faire, mais ce n'est pas le rôle de ces filtres-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a des poids sur les filtres? Oui, donc chaque filtre ici, si vous avez un filtre 3x3, vous avez des poids dedans, donc si vous avez... Non, mais il y a un poids sur la décision. Il y a un biais, oui. Oui, voilà, il y a un biais. Je sais pas, tous les mêmes filtres ont le même pouvoir de... C'est appris, le biais est appris. C'est appris et tout dépend de votre fonction finalement du coup en fait. Ouais. Parce que c'est votre fonction de pouvoir décider. Donc c'est ce qu'on appelle en machine learning l'entraînement bout à bout ou du end-to-end training. Donc à la fin, vous avez une fonction. Et selon l'architecture de votre réseau, soit vous avez ici des couches pleinement connectées qui vont prendre toutes ces informations-là, soit vous êtes déjà arrivé par réduction à un réseau où vous avez un seul pixel en plusieurs milliers de valeurs. Et vous avez une sortie ici. Donc une sortie, ça dépend de votre problème, ça peut être des classes, donc des sorties pour les classes, ça peut être une régression. Donc là, vous avez ici votre target, vous avez la sortie, vous avez votre target, vous faites une fonction de coût entre les deux. En régression, c'est juste une fonction L2. Et après, vous allez ici calculer la dérivée de ça, cette fonction de coût, par rapport à toutes les valeurs que vous avez ici, qui sont soit des poids classiques dans les couches pleinement connectées, soit les différents coefficients des filtres, qui sont linéaires, donc tout est dérivable. Et donc là, vous avez des frameworks, par exemple, faits par des différents groupes de recherche, comme des frameworks qui s'appellent Theano, Torch, TensorFlow, etc., qui font ça de manière automatique. C'est-à-dire que vous posez votre problème sous forme de fonctions, de variables et de fonctions qui font des connexions entre variables, et le modèle va automatiquement, le framework va automatiquement calculer les dérivés pour vous. Et vous pouvez les étendre en disant que entre deux variables ou entre deux couches, il y a maintenant une nouvelle fonction qui n'existait pas encore, c'est pas une convolution sur autre chose, et vous proposez la fonction et sa dérivée, et une fois que vous avez proposé les deux, et ça s'intègre, et le framework va, en utilisant votre extension, dériver, calculer les gradients pour tous les paramètres. Et moi, je peux continuer, j'ai encore une Vas-y, oui. Toujours sur ces filtres, est-ce qu'il y a une opération de tri, par exemple, dans la plupart des résultats que vous avez montrés, les premières couches, c'est plutôt des filtres que je qualifierais de différentiels, au sens où ils extraient des contours, Ouais. et les derniers filtres, c'est des filtres plutôt moyenneurs. Au sens où on retrouve des objets plutôt flous ou bien plutôt... C'est appris, donc il n'y a rien. C'est appris, mais on observe que Oui. sur les premières couches, c'est souvent des filtres qui extraient des attributs haute fréquence, et sur les dernières couches, c'est des concepts, j'ai envie de dire. concepts. C'est des concepts. Donc le fait que vous avez ce qu'on appelle du pooling, je ne suis pas trop rentré dans ce terme, mais en fait entre deux... Pooling, c'est sous-échantillonnage. Sous-échantillonnage, plus le fait que vous sélectionnez, donc sous-échantillonnage par deux, par exemple, vous avez chaque groupe de pixels 2x2, donc 4 pixels va être remplacé par un seul.
et ben vous allez avoir une fonction qui veut reprendre, sélectionner une valeur, donc soit la moyenne, soit le max, donc average pooling ou max pooling. Et ce genre de fonction va naturellement amener le réseau à avoir des filtres qui correspondent sur des concepts. Donc en fait, chaque filtre va réagir sur quelque chose. Et à la fin, surtout quand vous entraînez sur la classification. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez fait comme fonction de coût. Hein. Mais si vous entraînez sur la classification, le fait que vous avez plein de filtres dans chaque couche, le fait que vous avez une sorte de pooling et de réduction, va vous amener à apprendre, va amener les réseaux à apprendre le fait que, ok, on détecte des concepts, et à la fin, avec les max pooling, on va réagir sur ces concepts-là. Donc, telle classe-là va être fortement positive si je trouve, par exemple, chien va être forcément positif si je trouve des oreilles sous forme de triangle, une espèce de gueule, etc. Alors qu'hélicoptère va réagir si je trouve un rotor, une hélice, voilà. C'est plutôt des concepts, j'ai envie de dire, vers la fin. C'est le niveau sémantique qui monte à chaque couche. En fait, je retrouve exactement une décomposition en ondelette. Mais oui, mais ça. La seule différence, c'est que moi, les coefficients sont fixés à l'avance. C'est comme si j'avais une décomposition en ondelette avec des filtres de convolution et du sous-échantillonnage, donc du pooling, mais les coefficients des fonctions d'ondelette ne sont pas figées à l'avance, elles sont apprises. Mais il faut que tu écoutes un jour Stéphane Bala qui fait un parallèle entre les ondelettes et puis les réseaux types. Parce que typiquement, le fait de, par exemple, restreindre, alors je ne sais pas si ça peut se faire, mais si dans certaines couches, on sait que c'est, je vais dire les filtres, quand je dis les filtres appris, sont toujours presque de la même nature, on peut s'imposer des contraintes pour un peu accélérer la phase d'apprentissage, typiquement, ce que je dis. Oui, ce serait envisageable, effectivement. Je pense pas que ça va vous amener, si vous décidez juste la descente des gradients, c'est pas un raisonnement exact, mais vous n'aurez pas souvent ce problème que les filtres vont faire la même chose. Ça peut arriver, bien sûr, mais si en réalité ils sont initialisés aléatoirement, et je pense pas qu'ils vont converger vers la même chose. Ça peut se forcer, donc il y a des travaux qui ajoutent des contraintes d'orthogonalité entre les filtres dans la fonction d'objectif, ça a l'air de bien fonctionner. Je l'ai jamais fait, j'ai pas l'impression que c'est vraiment la chose la plus urgente à faire. Il y a aussi pas mal de gens qui travaillent sur la sparsité, parce que par exemple, ce que vous voulez avoir ici, c'est beaucoup de filtres. Vous voulez avoir beaucoup de filtres pour avoir plein de concepts. Sauf qu'à chaque fois que vous multipliez le nombre de filtres, vous allez overfitter sur vos données. C'est-à-dire que le réseau va être trop expressif, il va modéliser plus le bruit qu'autre chose. Donc une façon de faire est de dire que, ok, j'ajoute pas mal de filtres, j'ajoute l'expressivité de mon réseau, mais j'ajoute un terme quelque part aussi qui me dit que parmi tous ces coefficients que je vais apprendre, la majorité doivent être nuls, 0. Et les zéros ne sont pas remplacés en même temps pour la même stimulation. C'est-à-dire que mon réseau a théoriquement beaucoup plus de possibilités de s'exprimer, mais pour chaque image, il n'y a qu'un certain nombre de filtres qui vont s'activer. Ça permet d'augmenter le nombre de filtres tout en limitant le filtre par exemple. Dernière question qui n'est pas très sérieuse, c'est si au sens de la puissance de calcul dont on dispose aujourd'hui, si on compare un peu, est-ce qu'il y en a qui vont essayer de comparer par rapport à ce que j'appellerais puissance de calcul d'un enfant qui vient de naître, et au bout de combien de temps est-ce qu'on peut imaginer quel réseau de neurones devienne adulte? Alors, la question n'était pas sérieuse, et je vous répondrai dans une manière non sérieuse non plus, parce que je ne suis pas un expert sur ça, mais par contre, le seul transparent que j'ai vu qui me fait beaucoup rire, c'était André Carpati, dont j'ai vu montrer les slides tout à l'heure, en partie. Il s'est entraîné lui-même sur ImageNet, sur des tâches un peu compliquées où, en fait, il y a 1000 classes quand même, où certaines classes sont assez difficiles à apprendre. J'ai mentionné 200 races de chiens tout à l'heure. Si vous ne les connaissez pas, vous n'avez aucune chance. Donc, à un moment où l'erreur était autour de 16-10% sur ImageNet, Carpati arrivait à faire, je ne me rappelle plus, il me semble 6%.
Et il était doublé ensuite par Microsoft. Donc de nouveau, maintenant, il y a maintenant des réseaux qui sont plus performants que les humains, même après avoir entraîné les humains. Hein. Donc normalement, on n'entraîne pas les humains. On entraîne les réseaux, mais pas les humains. Donc en vision, c'est quand même assez inédit de trouver des... et pourquoi, pour revenir à votre question, donc quand ça a été présenté, les gens qui doublaient donc Microsoft Carpathy, c'était dans le slide de Google qui aussi le doublait, ils avaient comparé les différents poids des différents réseaux, donc il y avait, je sais pas, autour de 20 millions, toujours maintenant sur ImageNet, je pense que c'est les chiffres magiques, et ils avaient mentionné les nombres de connexions dans la tête de Carpathy, et c'était juste énorme, et je me rappelle plus, est-ce que c'était des milliards, des trilliards, des trillions, c'est beaucoup quand même. Mais je ne suis pas un expert, je ne pourrais pas vous dire combien de connexions ils ont dans le cerveau. Mais en fait, personnellement, mon idée, ce n'est pas forcément la complexité du cerveau, qu'on n'a toujours pas éteint. C'est surtout, vous apprenez 24 sur 24, 7 sur 7, tout le temps. Donc imaginez que vous avez un réseau qui a ça. C'est juste inimaginable comme donnée. Avec un très grand nombre de neurones en plus. Ouais. Et c'est du ouais, j'ai pas envie de dire reinforcement learning, mais ça s'approche un peu pour ceux qui connaissent. Donc un enfant, quand vous regardez un enfant, comment ça fonctionne, un enfant, il y a quelque part une surprise, il y a quelque chose, il a un objet dans la main et ça ne se comporte pas comme il veut, il va le tester. Donc il va dire, ah, qu'est-ce qui se passe là? Il va essayer de le casser pour voir si ça se casse. Donc c'est des données très riches, c'est pas juste que vous apprenez sur un dataset, c'est pas pareil, vous prenez un dataset pendant 20 ans d'un adulte et vous présentez un réseau de neurones qui a la même structure dans un cerveau, vous n'arrivez pas à la même performance parce que ce que fait un enfant, c'est du active learning. Donc il va tester en permanence ses connaissances et dire, ok, c'est pas juste que je prends les échantillons, je cherche les échantillons qui m'intéressent. Donc je vais regarder où est-ce que j'ai des faiblesses de mes connaissances et boum. Donc ça, c'est surtout ça qui fonctionne bien dans l'apprentissage humain, je pense. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert. J'aimerais bien un peu faire un peu plus aller dans cette direction-là, mais bon, je n'aurai que 24 heures. D'autres questions? Peut-être une petite question, mais après, je ne sais pas si côté temps Oui, est encore compatible. Tu en as parlé aux deux endroits. En gros, quand on entraîne un réseau de neurones, on l'entraîne de bout en bout. En bout de chaîne, on établit une fonction de coût qui va nous permettre de rétropropager des corrections du haut du réseau de neurones vers le bas. Or, dans tes slides, c'est ce que montraient Fergus et Wheeler, les premières couches, donc quand on propage du haut, enfin des dernières couches vers les premières, les gradients de correction qui arrivent à parvenir aux premières couches sont de très faible amplitude au final. Les plus grosses corrections ont été faites en haut. Et les premières couches sont à peine affectées par ces correctifs. Par contre, voilà, c'était ton slide suivant, je crois, quand on regarde l'évolution des poids des filtres dans le temps, tout au long de l'apprentissage, ce sont au final les premières couches qui sont sur quelque chose avant de laisser... je vais encore le slide après. Oui, effectivement, maintenant je sais ce que tu veux dire. Les premières couches qui sont pourtant les moins affectées par les correctifs sont les premières à être corrigées, et ensuite, petit à petit, les dernières couches, qui sont les plus corrigées dès le début, finissent par converger sur quelque chose. Donc, quand on regarde l'architecture de GoogleNet, au début, ils arrivaient à entraîner leur réseau en l'attaquant par 3 points d'entrée, comme tu le disais d'ailleurs, pour justement avoir quand même un peu de propagation de correction sur les premières couches. Mais mine de rien, avec les nouvelles techniques d'apprentissage, même GoogleNet, on peut l'entraîner de bout en bout seulement depuis la fonctionnalité du fond. Mais ça veut quand même dire qu'on va propager énormément de correctifs pour rien. Enfin, c'est parce que le réseau n'est pas symétrique en fait. C'est-à-dire qu'on fait semblant que c'est symétrique parce qu'on stimule de gauche, on bascule à droite, mais il y a un ordre dans lequel les calculs sont faits. Ça veut dire que les poids qui sont dans les couches supérieures, ils n'ont aucun sens sans les poids qui sont avant. Et c'est ça en fait. C'est pas lié au gradient, à mon avis, qui arrive, vous avez tout à fait raison, qui va se diluer, donc en fait ça devrait être l'autre sens. C'est juste le fait qu'il y a dépendance croissante entre les poids. Qui veut dire que très souvent, on a ce genre de problème dans les fonctions d'énergie un peu complexes, on a des dépendances entre les poids.
Et ben, il faut d'abord que tu es stabilisé sur la couche n pour avoir un sens sur n+1. C'est plutôt une dépendance structurelle qu'un problème de gradient. C'est vrai que du coup les travaux actuels se portent vraiment sur les méthodes d'initialisation haute, données à vue, etc., qui essayent de voir comment avoir un apprentissage à vitesse régulière de couche en couche, c'est des travaux qui sont encore bien en activité, mais par contre cet apprentissage par étape, comme l'avait fait Google Maps, on a l'impression que ça a presque disparu. Ouais. Tu as un effet encore plus prononcé dans ce qu'ils font maintenant avec les adversarial networks, je ne sais pas si tu as suivi ça, où tu as carrément un truc, là tu as une dépendance entre une couche et la couche suivante. Dans les adversarial networks, pour ceux qui ne connaissent pas, on dit qu'on veut apprendre un réseau qui produit les données. C'est un modèle génératif, ce n'est pas un modèle discriminatif, c'est-à-dire j'ai plein de données d'entrée et je vais échantillonner ces données-là. Et dans un réseau de neurones, fait de manière discriminative, la distribution sur les entrées ne fait pas partie du modèle. Donc on n'a aucune idée sur la distribution des données. C'est un peu le point commun de tout ce qui est discriminatif. Donc comment ils font? Ils entraînent deux réseaux. Un réseau qui prend des valeurs aléatoires, donc des vecteurs aléatoires en permanence, donc un générateur aléatoire, et qui produit les données. Donc c'est comme si vous avez un générateur qui produit des vecteurs de taille, je ne sais pas, 500 valeurs, et qui produit des images. Et un deuxième réseau qui va prendre ces images-là, qui va les classifier entre des images d'un dataset ou des données générées. Et vous faites une sorte de problème min-max où vous voulez minimiser l'erreur de l'un et utiliser cette information pour l'autre. Ça veut dire vous apprenez à générer les données de telle manière que l'autre réseau n'arrive plus à les distinguer, et une fois que les deux ont convergé, l'erreur est minimale quand le réseau qui va faire la discrimination a une erreur 0,5, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire la distinction, et dans ce cas, l'autre doit produire des données qui ne peuvent pas être distinguées des données. Donc on a un peu le même effet que tu décris, c'est extrêmement compliqué, et, apparemment, de les apprendre, parce que les gradients de l'un a un sens uniquement si l'autre a bien convergé. Parce que, un exemple, si les premiers réseaux qui génèrent et initialisent n'importe comment, ça va faire des images n'importe comment, alors l'autre, il a la vie simple. Donc du coup, propager bout à bout un gradient dans ces conditions-là est un peu compliqué, pire que dans les situations que tu as décrites. Et dans les domain transfer, dans le domain adaptation, on a les mêmes problèmes. Donc on dit qu'on a des données d'un domaine, d'un autre domaine, on a des données annotées, on apprend là-dessus, et on veut maintenant aussi transférer ce comportement, cette connaissance sur un autre domaine où on a peu de données. Donc certains algorithmes, les meilleurs je pense, j'ai massé des travaux, Lempitsky par exemple a proposé un papier où son réseau, donc il découpe son réseau en deux parties, donc il a des entrées ici, il décrit les features F ici, et après un réseau qui va faire la classification. Et ensuite, donc l'objectif, entrée, donc input, features, classification, donc typiquement des convolutions, là d'autres convolutions, voire des fonctions connected. L'objectif ici d'avoir des features qui sont invariantes par domaine. Donc là on peut avoir des choses différentes, domaine A, domaine B, par exemple, image synthétique, image réelle. On a beaucoup d'images synthétiques, très peu d'images réelles, on veut apprendre des features qui sont invariantes par rapport à ça. Donc on ajoute un deuxième réseau ici, qui va juste faire la distinction entre synthétique réel. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est un problème d'optimisation compliqué parce que on optimise ces paramètres θ ici de telle manière que on minimise l'erreur ici. On veut bien qu'il ne se trompe pas. Mais en fait, on veut à la fois qu'il ne se trompe pas, qu'il se trompe beaucoup. On voudrait, je m'explique, on voudrait qu'il se trompe beaucoup parce que dans ces cas, ces features sont très invariants. Et j'ai gagné. Maintenant, si je veux qu'il se trompe beaucoup, c'est relativement simple. Je mets des points à n'importe quoi, il ne se trompera beaucoup. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est qu'on minimise l'erreur par rapport à ces poids ici. Donc c'est pour WF, domain et classification. Donc c'est les poids du classifieur, du domain classifieur et des features. Donc on doit minimiser ça par rapport à ça,
mais maximiser par rapport à ça et minimiser par rapport à ça. Donc on veut que l'huile fonctionne bien, parce que s'il ne fonctionne pas bien, il ne fait pas son travail, ce n'est pas une mesure stable, mais on veut qu'il donne des mesures faibles par rapport à ça. Donc du coup, il y a un flux de gradients qui est difficile à gérer. Donc ils font ça relativement simple en invertissant les gradients ici. Donc les gradients, c'est les gradients classiques, et après on les multiplie fois -1 en arrivant ici. Mais encore une fois, après, il faut jouer sur la façon comment ce gradient est pondéré, combiné avec les gradients qui arrivent ici, et il y a tout un savoir-faire pour faire fonctionner ça. Donc on utilise ça par exemple nous pour combiner les différents datasets que j'ai montré certainement sur la segmentation. D'autres questions? Une toute petite dernière, du coup, tu as montré plein de use cases, donc vous essayez, vous expérimentez plein d'architectures. Est-ce que vous avez une heuristique qui montre le nombre d'échantillons qu'il vous faut en fonction du nombre de paramètres? Est-ce qu'il y a quelque chose de générique qui ressort de ta grande panoplie d'expérimentation? C'est au cas par cas, comme tu disais au début dans votre première question? C'est au cas par cas. On essaie maintenant, mon problème personnel en ce moment, c'est justement de faire du knowledge transfer. Donc on a vraiment envie, on fait beaucoup de manip là, plusieurs applications, de dire que ok, j'ai suffisamment d'exemples dans un dataset, mais ce n'est pas forcément le dataset qui m'intéresse, mais il est suffisamment corrélé. Et jusqu'à maintenant, les expériences disent qu'on ne peut pas les dire parce que ça dépend vraiment du problème. Est-ce qu'il est compliqué? Donc typiquement là, j'ai dit notre algo de reconnaissance de gestes, il tourne sur un temps réel sur le robot, c'est tout à fait vrai. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est entraîné sur le dataset Charleon, donc qui est le dataset public utilisé pour la compétition il y a 2 ans, qui est en RecoGest le dataset le plus grand à ma connaissance. 14 000 gestes, bon, tout sous-entendu confondu. Nous avons un dataset interne qui est vraiment fait pour les robots parce que Charleon c'est un dataset italien, bon, enfin il y a des gestes comme ça, c'est inutilisable pour la communication avec un robot, hein, c'est juste bizarre. Donc on voudrait bien faire un robot qui a des gestes un peu comme allez viens, stop, tourne-toi, décroche le téléphone, donc tous ces gestes qui sont un peu un sens pour la communication et qui ne se trouvent pas dedans. Donc on a fait notre propre dataset qui est pour le moment un peu plus complexe parce qu'il a été fait par des gens qui ont fait un très bon travail sur savoir comment les gens réagissent au communiquer avec un robot. Donc par exemple, faire venir un robot, ça va faire ça, ça ou ça ou ça. Et donc la variation est énorme. Et en ce moment, on essaie de faire du knowledge transfer de Charleon vers notre dataset, qui est facteur 10, 5 plus petit, avec une sémantique un peu en décalage. C'est pas simple. Donc l'erreur sur notre dataset avec 1500 gestes est autour de 18%, ce qui n'est pas acceptable, alors que sur Charleon on a 4% en conditions de labo. Mais les points de vue sont très variables, il y a du mouvement de la personne, pas uniquement des membres, mais les gens se déplacent, les points de vue sont très différents, c'est vraiment réaliste, hein, c'est des vrais gens. En fait, les gens ne savaient pas ce qu'il faut faire, donc nos collègues du League avaient fait des expériences où les gens sont arrivés, il fallait résoudre un jeu, un rebut. Donc c'est Véronique Auberger qui a fait ça, avec ses collègues, et on a dit, vous pouvez utiliser ce robot-là, et en fait, il fait ce que vous voulez. On leur a pas dit à quoi il sert. Donc les gens ils commençaient à parler avec le robot sans connaître le dictionnaire. Donc les gens ils ont filmé les dictionnaires, on a établi un dictionnaire, et on a fait les datasets là-dessus, et on a essayé d'apprendre dessus. Et c'est très dur. Donc encore une fois, ça montre qu'en vision machine learning, les datasets qu'on propose en laboratoire pour des situations réalistes, et les données réalistes vraiment faites par des gens qui ne s'intéressent pas à ces problèmes de machine learning, il y a un grand décalage. Et donc pour revenir à ta question, le nombre d'échantillons, à mon avis pour l'un, optimal, n'a rien à voir avec le nombre d'échantillons pour l'autre. Donc tu ne peux pas faire abstraction du problème sémantique dans les données, c'est impossible. Oui, nous on l'a vu, comme on en discutait, sur un petit problème de classification de pixels, on a 2000 échantillons, on entraîne 60 000 paramètres,
c'est des choses qui peuvent paraître aberrantes par rapport à ce qu'on va Ouais. voir sur la classification d'images, mais voilà, du coup on se pose ce genre de... On a l'impression, comme tu dis, que c'est vraiment use case dépendante et Ouais. data dépendante. Mais on va encore marcher à l'intuition. Ouais. Ça marche. Plus de questions? Merci encore. Merci à vous.